la parole est à toi. Épicure est à tes côtés. Oui, un grand privilège de vous avoir et d'être surtout à vos côtés, mon cher Épicure. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir, chers amis, puisqu'on peut le dire, hein, nous sommes entre amis. Nous retrouvons... Et l'amitié, on va voir l'importance qu'elle a. Tout à fait. Chaque été, vous êtes de plus en plus nombreux. Et nous apprécions donc votre venue, et notamment par cette chaleur particulière en cet été 2026. Alors, votre cher père, Néoclès, c'est donc le prénom qu'il portait, est un clérouque, c'est-à-dire que c'est un colon athénien doté d'un petit lot de terre. Épicure est donc un citoyen d'Athènes. Il mène une vie de famille heureuse auprès de ses parents et de ses 3 frères qui se nomment Néoclès, comme leur père, Chérédème, Aristobale. Et puis c'est tout. Alors, et puis c'est tout, ce n'est pas un prénom comme Épicure. Hein. Entendons-nous bien. Ça y est, elle a démarré, on va éviter les jeux de mots. On va plus l'arrêter. Et puis c'est tout, c'était pour dire, voilà, terminé. Voilà. Donc ces trois frères, entourés donc de ses parents, ils mènent une vie très très heureuse et épanouie. Ceci dit, j'ai envie, après cette présentation très succincte de votre milieu familial, mon cher Épicure, de vous poser la question suivante. Vous êtes l'un des rares philosophes, avec Platon et Descartes hein, tout de même, dont le nom a donné naissance à un adjectif. Étiez-vous épicurien, cher maître, ou pas? Ça porte parfois à confusion. Éclairez-nous si vous pouvez ce soir. Alors merci de ce départ, ma chère Valérie. Oui, ces adjectifs que vous avez cités, loin de nous apprendre quelque chose sur les philosophes en question, sont des caricatures, toujours des caricatures, qui ne nous apportent que des visions déformées des philosophes et des penseurs en question. Vous avez cité Platon et Descartes, arrêtons-nous sur eux un instant. Platon n'était nullement le partisan de l'amour qu'on appelle platonique, cet amour pur, non charnel, amour sans relation charnelle. Il suffit de lire, je vous y renvoie, le dialogue « Le banquet » de Platon. Je ne le décrirai pas parce qu'il y a de très jeunes personnes dans l'assistance. Il suffit de lire le banquet de Platon pour comprendre que Platon était au contraire un défenseur de la sexualité qu'il considérait comme le début de la sagesse, comme le premier pas en direction du monde intelligible. Quant à Descartes, que j'aime pas beaucoup, mais ça c'est plus un scoop, vous le savez depuis que vous m'entendez, il faudrait m'expliquer pourquoi un philosophe qui a acquis sa vocation en faisant des rêves prémonitoires, des rêves dans lesquels il a entendu la voix de Dieu lui indiquer le chemin qu'il devait suivre. Comment un tel philosophe peut-il être qualifié de cartésien, autrement dit de modèle de logique et de rigueur rationnelle? Je pose la question, j'y répondrai peut-être, il y aura peut-être des défenseurs de Descartes parmi vous, même si ce n'est pas le sujet de ce soir. Alors en ce qui me concerne, l'adjectif épicurien, qui signifie bon vivant, amoureux des plaisirs, consacrant sa vie à toutes les jouissances possibles, cet adjectif ne me qualifie en rien. Il est aux antipodes de tout ce que j'ai préconisé tout au long de ma vie. Savez-vous, chère Valérie, quel était le menu quotidien des disciples qui vivaient dans mon jardin? Je l'ignore, mais... Eh bien, je vous l'indique, ils se nourrissaient d'un peu de galettes de farine, de fromage de chèvre, et ils se désaltéraient avec de l'eau de source. Ce n'était pas la grande bouffe. Effectivement, alors le fromage que vous évoquez, donc le fromage de chèvre, me semble-t-il un morceau de fromage que vous auriez peut-être demandé un jour à un ami. Peut-être vous nous en direz plus. C'est un morceau de fromage qui me fait penser peut-être à votre lieu de naissance. Alors pour peut-être ceux de ma génération un petit peu avant, ceux les plus jeunes qui sont parmi vous, peut-être que vous avez entendu parler. Alors je vais vous donner un indice pour trouver ce lieu de naissance, mais après notre cher Épicure nous dira exactement où il est né. C'est un fromage frais, un carré frais, 99. Je ne vous en dis pas plus, nous aurons la réponse dans quelques minutes. On y reviendra. Permettez-moi de passer à la seconde question, mon cher Épicure. Je vous en prie, Valérie. Cet adjectif est donc de l'ordre de la caricature, nous l'avons bien compris. Mais pourquoi vous a-t-on alors caricaturé, cher philosophe? Alors la réponse est très simple. Très très simple. Cette caricature est née dans les premiers siècles de notre ère, quand la philosophie était dominée par les théologiens chrétiens. En me caricaturant de la sorte, ils avaient pour ambition de dénoncer le matérialisme, dont nous parlerons largement, bien sûr, qui est au cœur de ma philosophie.
il était plus facile pour ces théologiens chrétiens de me faire passer pour un jouisseur que de se risquer à réfuter mon matérialisme, ce qui est une entreprise infiniment plus difficile. Non seulement ils m'ont caricaturé, je leur ai pardonné, mais ils ont osé traiter mes merveilleux disciples de pourceaux d'Épicure. Pourceaux d'Épicure. La caricature a été violente. Alors j'ajoute un élément qui est souvent méconnu. Ce sont ces théologiens chrétiens qui ont dominé le paysage culturel pendant des siècles et des siècles. Ce sont ces théologiens chrétiens qui ont rédigé les premières histoires de la philosophie. Et pour atteindre leurs objectifs, qu'ont-ils fait? Ils ont inversé la chronologie, et on en porte parfois encore les conséquences aujourd'hui. Ils ont inversé la chronologie. Si on lit les histoires de la philosophie de ces premiers théologiens chrétiens, ils ont toujours présenté ma doctrine avant la doctrine des stoïciens. Alors il est vrai que si Cléante, fondateur du stoïcisme, a été mon contemporain à quelques années près, les deux plus grands stoïciens, ceux qui ont vraiment forgé l'école stoïcienne, qui sont Cléante et Chrysippe, sans lesquels le stoïcisme n'aurait jamais connu le succès qu'il a connu, ont vécu après moi. Après moi. Donc le stoïcisme est postérieur à l'Épicure. Cléante a dirigé l'école stoïcienne, il a rédigé ses œuvres principales à partir de 260 avant notre ère, 10 ans après ma disparition. Quant à Chrysippe, qui est le stoïcien le plus important, il y avait un adage qui circulait, vous le connaissez peut-être, sans Chrysippe, pas de portique. Le portique, c'est la philosophie stoïcienne. Stoa, c'est le portique en grec, ça a donné stoïcien en français. Donc Chrysippe, le stoïcien le plus important, est né en 280 avant notre ère. Il avait donc 10 ans quand j'ai quitté ce monde. Donc, on devrait présenter toujours l'épicurisme avant le stoïcisme. L'intention des théologiens chrétiens était transparente, dire quelques mots de ma philosophie, qu'ils pouvaient passer totalement sous silence, et puis proposer le remède, un remède d'une philosophie respectable, théiste, pour guérir les fidèles du scandaleux matérialisme épicurien. Cette immersion a survécu au règne des théologiens, on la retrouve dans de nombreuses histoires de la philosophie aujourd'hui. Donc voilà cette immersion chronologique qui est troublante et qui s'explique toujours par cette même volonté de caricaturer ma philosophie et de faire du stoïcisme une sorte de remède à l'horrible matérialisme d'Épicure. Voilà, ma chère Valérie, pour cette seconde question. Merci d'y avoir répondu, en tout cas, et je vais peut-être vous donner un petit challenge pour cette soirée, c'est-à-dire, pourriez-vous nous dire, alors c'est là où le challenge apparaît, en quelques mots, si vous le pouvez, bien sûr, même si vous êtes captivant, hein, c'est parce que je sais que le déroulé est encore plus intéressant au fil de cette rencontre ce soir, nous dire en quelques mots de votre vie et de vos œuvres. Alors, c'est pas très difficile. En réalité, ma vie est simple à résumer par rapport à celle d'autres philosophes qui ont eu des vies beaucoup plus compliquées. Comme de nombreux philosophes grecs, je sais qu'aujourd'hui, certains historiens se bagarrent sur la question de savoir où je suis né. Non, ils ont tort. Je ne suis pas né sur la péninsule hellénique, je suis né sur un territoire extérieur à la Grèce continentale, comme beaucoup de philosophes grecs. Je suis né en 341 avant notre ère. Je suis né sur l'île de Samos. C'est peut-être à ça que vous faisiez allusion, chère Valérie. J'ai appris que c'était devenu un fromage. Vous voyez, c'est un peu honteux pour l'île qui m'a vu naître. L'île de Samos est proche de l'actuelle Turquie. Et en fait, si vous regardez un petit peu les histoires de la philosophie, de très nombreux philosophes grecs sont nés, comme moi, dans les îles méditerranéennes qui étaient des colonies grecques. Parmi eux, Pythagore. Pythagore est né comme moi sur l'île de Samos, bien avant moi. Empédocle est né en Sicile, et je pourrais continuer à citer de nombreux philosophes. Donc, les grands philosophes grecs sont loin d'être tous nés à Athènes. Certains sont nés, et ils sont nombreux, et j'en fais partie, sur les îles grecques, sur les îles méditerranéennes, qui étaient des colonies grecques. Alors, en 306 avant notre ère, j'ai fondé mon école, que j'ai appelée immédiatement le Jardin. Je l'ai appelée ainsi, cette école, en raison du jardin qui entourait la propriété athénienne que j'avais acquise pour une somme relativement modeste. Et j'ai dirigé cette école, entourée de mes disciples, jusqu'à ma mort, qui est survenue à Athènes en 270, avant notre ère.
Quant à mes œuvres, la plupart de mes écrits ne sont pas parvenus jusqu'à vous. Ce qui a facilité les caricatures dont je parlais tout à l'heure. Il est facile de caricaturer quelqu'un dont on ne possède plus les œuvres, bien évidemment. Ne vous sont parvenus, au fil des siècles, parmi tout ce que j'ai écrit, et les historiens de la philosophie ont dénombré jusqu'à plusieurs centaines d'écrits qui ont disparu au cours du temps, ne sont parvenus jusqu'à vous aujourd'hui que 3 lettres. Lettre à Pythoclès, lettre à Hérodote et lettre à Ménécée, et puis quelques maximes. Vous avez là, parce que vous savez que je voyage dans les temps et que je me promène dans vos librairies, vous avez là une très belle petite édition préfacée par un bon philosophe qui est Comte Sponville, Épicure, lettres, maximes et sentences. Vous avez les 3 lettres avec le texte grec et puis les maximes et les sentences. Donc on a très peu, une infime partie de mon œuvre encore disponible. Alors si ma doctrine n'a pas sombré dans l'oubli, elle aurait pu sombrer dans l'oubli. Si elle est malgré tout parvenue jusqu'à vous, je le dois à mon disciple le plus merveilleux, le plus extraordinaire, mon admirateur romain qui me vénérait, il me traite de Dieu carrément, qui est Lucrèce. Lucrèce qui a vécu au 1er siècle avant notre ère. Donc 2 siècles après ma vie, Lucrèce, à Rome, a écrit le De Natura Rerum, ou De Rerum Natura, de la nature des choses, qui est un magnifique résumé à la fois de ma philosophie, de ma physique, de ma morale, et des contenus majeurs de ma philosophie. Donc on me connaît surtout aujourd'hui grâce à ce disciple merveilleux que j'ai eu la chance d'avoir et qui a été le Romain Lucrèce. Si vous me permettez, cher Épicure, concernant vos écrits qui se sont perdus, et seulement les 3 lettres que nous connaissons à ce jour, je vous invite à aller sur le site de la Poste et faites peut-être une demande, une requête, peut-être que vos écrits se baladent. C'est possible, c'est possible, tout est possible. En revanche, j'aimerais, si vous l'acceptez, lire l'éloge qu'a fait justement Romain Lucrèce pour exprimer son admiration à votre égard. Ces quelques mots, donc, sont les suivants. C'est toi, Père, donc ça veut vraiment... Il marque cette admiration profonde qu'il a, cette affection. Une filiation, oui, tout à fait. C'est toi, Père, qui découvris la vérité, qui guide notre vie. C'est ton œuvre, ô Maître, que nous venons chercher, abeilles butinant. Dans les vallées en fleurs, ces paroles d'or, oui, d'or, dignes à jamais d'une vie éternelle. C'est très beau. Vous comprenez pourquoi je suis plein d'admiration pour ce disciple auquel je dois énormément, car sans lui, encore une fois, je pense que mon nom aurait quasiment disparu aujourd'hui. Tout à fait. Donc si vous proposez, cher Épicure, à vos disciples, comme d'ailleurs les stoïciens, de parvenir à l'ataraxie, à la paix de l'âme, n'est-ce pas parce que vous et vos contemporains avez vécu dans une époque très agitée, très troublée, dans laquelle on ne pouvait plus guère espérer quoi que ce soit de la cité et de son organisation politique. Me permettrais-je de faire un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui? Alors ce parallèle, on le reprendra certainement en fin de dialogue. Est-ce paradoxal? Dans le petit livre que je viens de signaler, Comte Sponville dit non, c'est pas paradoxal du tout. C'est précisément dans les époques troublées, agitées, où on a perdu ses repères, où on a l'impression que tout dégringole, qu'on a besoin de philosophie. Donc, faut-il considérer comme paradoxal le fait que 2 des principales écoles philosophiques grecques, le stoïcisme et l'épicurisme, sont apparues presque en même temps, au 4e et 3e siècle, avant notre ère, c'est-à-dire après l'époque dite classique, le 4e, 5e, 4e siècle à Athènes en particulier, ce merveilleux moment qui a donné naissance à la science et à la philosophie. Non, je crois que ce n'est pas paradoxal. Si on accepte l'idée que c'est lorsque tout va mal qu'on a le plus besoin de philosophie, le paradoxe disparaît. Et en effet, après cette belle période dans laquelle j'aurais aimé vivre, bien sûr, comme mes contemporains, cette belle période que votre philosophe français Ernest Renan a qualifiée de miracle grec, où tout a été inventé. Et bien, après cette belle période, Alexandre le Grand a soumis l'ensemble de la Grèce, il a privé les cités grecques de leur indépendance, elles ne retrouveront plus jamais cette indépendance, et donc c'est la fin de la cité grecque, et en particulier d'Athènes, et de sa domination sur tout le bassin méditerranéen. Et donc c'est dans cette période troublée, marquée par des guerres, par des changements incessants, des changements politiques en particulier,
ça avait déjà un peu commencé à la fin de la vie de Platon, que j'ai consacré ma vie à une question apparemment très simple, et vous me contredirez, mais que je considère très actuelle aujourd'hui, ce sera à vous de me le dire tout à l'heure. Comment peut-on être heureux au milieu d'une telle agitation? Comment peut-on être heureux quand tout dégringole autour de nous? La philosophie, c'est pour moi un art de vivre. Et c'était le cas pour bien des philosophes qui m'ont précédé en Grèce. La philosophie de la nature que j'ai construite, cette partie qu'on appelle physique, du mot grec physis, qui veut dire la nature. Mais en fait, il faut faire très attention au fait que cette physique n'a rien à voir avec la physique scientifique apparue au XVIe, XVIIe siècle, avec Galilée en particulier. Donc cette philosophie de la nature, cette physique avec des guillemets, eh bien, elle n'est qu'un préalable pour moi. Elle est un préalable. Elle est un passage obligé pour atteindre la paix intérieure. J'ai besoin d'une philosophie de la nature pour me débarrasser en particulier des peurs, de tout ce qui m'angoisse, qui m'empêche de parvenir au bonheur, à cette ataraxie, à cette paix de l'âme, effectivement. Et donc, il est essentiel de connaître ma physique pour comprendre ma morale. C'est pour ça que je vous propose, ma chère Valérie, de commencer par m'interroger sur ma physique. Ça me paraît logique dans l'ordre de ma construction philosophique. Vous devinez mes questions. Ah oui, mais parce qu'on se connaît depuis longtemps, chère Valérie. Un petit peu, c'est vrai. Il est donc temps d'en venir à votre matérialisme, ce matérialisme en vertu duquel votre doctrine a été caricaturée. Pouvez-vous, en étant le plus clair possible, s'il vous plaît, pour nos chers amis et pour moi-même, beaucoup, expliciter en quoi consiste votre matérialisme? Alors très volontiers, je viens de le dire, passage obligé. Qu'est-ce que ma physique, que l'on connaît encore une fois grâce à Lucrèce? Sans Lucrèce, j'en ai parlé un tout petit peu dans ma lettre à Hérodote, mais on saurait très peu de choses sur ce qu'a été ma physique, ma philosophie de la nature. Alors cet atomisme, qui est une grande idée quand même de mes compatriotes grecs, il a été fondé en Grèce par Leucippe au 5e siècle avant notre ère, et puis par Démocrite ensuite, un peu plus tard. Cet atomisme, il affirme qu'il n'existe rien d'autre dans la nature que les atomes et le vide. Il n'y a rien d'autre dans la nature, autour de nous, dans l'infini de la nature, que les atomes et le vide. Les atomes, c'est-à-dire des particules insécables, c'est le sens du mot grec atomos, qui veut dire indécoupable, insécable, des particules insécables et éternelles. Donc c'est une hypothèse, évidemment, que l'on fait. On ne voit pas les atomes. Je sais qu'aujourd'hui, vous avez des machines extraordinaires qui vous permettent de voir ces atomes qu'à mon époque, on était obligé d'imaginer. Donc ces particules insécables et éternelles se combinent pour former tous les corps que nous observons. Et puis le vide, bien sûr. Pourquoi? Parce que si l'univers était plein, les atomes ne pourraient pas se déplacer. Donc il faut le vide infini pour que les atomes puissent se déplacer. On verra de quelle façon dans quelques instants. Sans vide, les atomes ne pourraient pas se déplacer, ne pourraient pas se combiner. Donc cette hypothèse, qui ensuite a été oubliée pendant presque 2 millénaires, elle est devenue le cœur de votre science aujourd'hui. Je le sais pour voyager dans le temps et m'intéresser un peu à vos sciences. C'est une doctrine quand même qui fait partie des plus grandes inventions, je dirais, de la philosophie grecque. C'est une hypothèse assez extraordinaire, assez fascinante. On se demande, vous demandez aujourd'hui comment les Grecs ont pu faire cette hypothèse avec les moyens dérisoires qui étaient les leurs à l'époque. Alors cette doctrine atomiste, il faut un petit peu l'expliquer dans son origine, je crois que c'est important. Ça vous indiquera en même temps comment, sans moyens d'investigation, comme vous en disposez aujourd'hui, les Grecs ont pu inventer cette doctrine, créer cette doctrine. Elle a pour origine les paradoxes de Zénon d'Élée. Tout le monde a entendu parler des paradoxes de Zénon d'Élée, et en particulier l'un de ces paradoxes qu'on appelle le paradoxe de la dichotomie. Dichotomie, c'est un mot grec qui veut dire couper en deux. Donc je présente rapidement l'un de ces paradoxes de Zénon, le paradoxe de la dichotomie. Zénon m'interroge ainsi. Si je coupe un segment de droite en deux, puis chacune des moitiés en deux, puis chacune des moitiés qui restent en deux, et ainsi de suite, est-ce qu'à un moment donné, la division s'arrête, ou est-ce que la division est infinie, interminable? Il y aura toujours quelque chose à découper
D'où les fameux paradoxes. Il est impossible de me déplacer d'un bout à l'autre de cette esplanade. Et si je vous pose la question, je vous piège une fois pour toutes, évidemment, c'est le génie de Zénon. Est-il vrai que pour aller de cet amphithéâtre au jet d'eau, qui heureusement ne fonctionne plus, on l'a demandé, est-il vrai que pour parcourir la distance qui sépare l'amphithéâtre des jets d'eau, il faut d'abord parcourir la moitié de la distance qui sépare l'amphithéâtre des jets d'eau? Répondez tous encore. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? J'attends la réponse. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Vous êtes obligé de dire c'est vrai. Et vous êtes cuit. C'est fini pour vous. Parce que si vous avez répondu oui et vous ne pouvez pas répondre autre chose que oui, je vous repose maintenant la question. Est-il vrai que pour parcourir la moitié de la distance qui sépare l'amphithéâtre des jets d'eau, il faut d'abord parcourir la moitié de cette moitié? Ben oui, évidemment, j'ai répondu oui la première fois. Donc il restera toujours un petit chouïa à parcourir, parce qu'un demi, plus un quart, plus un huitième, plus un 16e, plus un 32e, plus un 64e, plus un 128e, ça fera jamais un. Il restera toujours un petit chouïa infinitésimal à parcourir. Donc, ces paradoxes, ils ont troublé jusqu'à aujourd'hui les philosophes, mais ce sont des paradoxes mathématiques. Est-ce que la division se termine mathématiquement? Zénon répond non, elle ne se termine pas, et donc à partir de là, il construit des paradoxes. Mais l'idée des atomistes, c'est d'appliquer cette dichotomie non plus à un segment de droite, parce que là on est dans l'abstraction, on est dans la mathématique, mais à une réalité physique. Je prends un bout de bois, j'imagine que je le coupe en deux, ce morceau de bois, il me reste deux moitiés du bout de bois, et puis ensuite je coupe en deux l'une de ces deux moitiés, il me reste un quart du morceau de bois, et puis je coupe en deux ce quart, et il me reste un huitième du bout de bois. Est-ce que cette division continue à l'infini? En théorie, bien sûr, je n'ai pas les moyens de pratiquer cette expérience. Ou est-ce qu'à un moment donné, la division s'arrête? Les atomistes ont fait le pari intelligent de dire non, la division s'arrête. Sinon, si je pouvais diviser en deux la matière sans que ça s'arrête jamais, le monde serait composé de néant, de rien du tout. Et donc, il s'effondrerait sur lui-même. Donc, il faut que la division s'arrête. Donc, l'atomisme est né de ces paradoxes de Zénon, avec cette idée que la division doit s'arrêter à un moment donné, que la nature est composée d'éléments insécables, mais d'éléments qui occupent une certaine place, un certain espace. Les atomes n'occupent pas zéro au niveau spatial. Et ils occupent un certain espace, ils ont une certaine forme. Ça a laissé une formule que vous connaissez tous, et j'espère qu'elle a joué un rôle important dans vos vies, les atomes crochus. C'est important de trouver quelqu'un avec qui on a des atomes crochus, non, chère Valérie? Bon, c'est même essentiel. C'est même essentiel, merci de me l'accorder. Donc, il y a des atomes crochus, effectivement, il y a des atomes non crochus, il y a des atomes de toutes les formes possibles. Ces atomes, donc, occupent un certain espace. Ils ne sont pas nuls au niveau spatial, mais ils sont indécoupables et donc éternels, puisqu'effectivement, ils ne pourraient périr que par une division qui leur enlèverait leur nature. Voilà l'idée, au fond, de l'atomisme. Alors, Lucrèce, je reviens à lui, dont vous avez cité, chère Valérie, l'éloge extraordinaire qu'il rend de son maître, qu'il appelle un dieu, carrément. Bon, je rougis quand je pense à ça. Lucrèce a superbement présenté ma physique dans son De Natura Rerum. Et donc, il imagine quoi, Lucrèce? Et la question, vu qu'on a perdu, vous avez perdu mes œuvres, la question de savoir si cette hypothèse est dans mes œuvres ou pas dans mes œuvres est définitivement indécidable. Donc, je ne vous donnerai pas la réponse, puisque je ne veux pas vous perturber par des œuvres que vous n'avez pas lues et que vous ne lirez jamais. Donc, je vous laisse dans l'ignorance qui est la vôtre aujourd'hui. Est-ce que cette hypothèse que fait Lucrèce, elle est celle de Lucrèce? Parce que Lucrèce est génial, hein, c'est ce que dit l'un de ses commentateurs. C'est plus qu'un commentateur, c'est un génie, Lucrèce. Donc, qu'est-ce qu'il a inventé? Qu'est-ce qu'il a repris? Est-ce qu'il présente simplement mes idées? Est-ce qu'il les réinvente? D'une certaine manière, vous ne le saurez jamais. Moi, je le sais, mais vous ne le saurez jamais. Donc, Lucrèce imagine quoi? Il imagine, et en cela il est proche des premiers atomistes, un vide infini. Parce que l'idée d'infinité, elle est très présente chez les premiers philosophes grecs.
c'est-à-dire sans commencement ni fin, un vide qui n'a ni début ni fin. Donc dans ce vide infini, les atomes tombent. Il y a cette idée déjà de pesanteur très intéressante. Donc les atomes tombent, ils tombent verticalement bien sûr, rien ne pourrait les faire tomber autrement que verticalement. Donc les atomes tombent éternellement dans ce vide infini. On retrouve ici des idées que j'ai découvertes avec plaisir dans votre astrophysique d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, je le sais, une théorie du Big Bang et je sais que vos astrophysiciens travaillent un peu sur ce genre d'hypothèse. Que se serait-il passé si les conditions de départ avaient été un tout petit peu différentes, etc. Donc les atomes tombent. Si ils tombaient éternellement en ligne droite, il n'y aurait aucun monde, aucune galaxie, aucun système solaire, aucune planète, il n'y aurait rien. Mais, quelque part, en un certain lieu et en un certain temps, dit mon disciple Lucrèce, sans raison, donc là on introduit un élément aléatoire, un atome dévie très légèrement de sa course. L'hypothèse semble avoir été présente chez les premiers atomistes, sans que j'ai pu le vérifier véritablement. Lucrèce, en latin, appelle ça le clinamen. Le clinamen. Un atome dévie très légèrement de sa course. Au lieu de continuer à tomber en ligne droite, il va tomber de façon très légèrement oblique. Que va-t-il se passer? Vous voyez, cette minuscule cause, on est dans ce que vous appelez aujourd'hui l'effet papillon, une minuscule cause des conséquences gigantesques. Donc, un de ces atomes va se mettre, il suffit qu'un atome dévie très légèrement de sa course pour qu'il heurte un autre atome, et que ces deux atomes réunis vont heurter un troisième et un quatrième, et que les mondes se forment. Vous voyez comment les mondes se forment? Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin d'hypothèses métaphysiques extraordinaires. Il suffit qu'un atome dévie légèrement de sa chute en ligne droite pour que les mondes apparaissent. Donc les mondes vont apparaître à partir de là, les atomes vont se heurter, les corps complexes vont apparaître, toutes les figures, toutes les combinaisons possibles peuvent apparaître, si bien qu'on a chez Lucrèce, très fidèle à ma propre doctrine, l'idée qu'il y a des infinités de mondes, des mondes, et aujourd'hui votre astrophysique retrouve cette idée-là. Vos astrophysiciens vous disent aujourd'hui, s'il avait fait un peu plus chaud, ou si la pesanteur avait été légèrement plus grande ou légèrement plus petite, eh bien, il ne se serait pas formé l'univers que vous connaissez, il se serait formé un univers de gaz, ou un univers dans lequel éternellement les atomes se seraient déplacés sans que rien n'apparaisse. Vous voyez l'extraordinaire modernité de cette hypothèse atomiste. Donc, tous les mondes se forment. Des mondes qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune consistance, des mondes qui ressemblent aux nôtres, des mondes... Donc, on a vraiment cette idée d'infinité qui est très belle et qui est très, très riche. Alors, Lucrèce use une belle image. Et j'ai appris en discutant avec Philippe Granarolo qu'il avait suivi les cours de Michel Serres à Nice quand il préparait la grecque de philo, et qu'il a un souvenir extraordinaire des cours de Michel Serres sur Lucrèce. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le modèle anagrammatique. C'est quoi le modèle anagrammatique qu'on trouve chez Lucrèce? Il nous fait comprendre le rôle du hasard dans l'origine du monde, des mondes, pas du monde. Imaginez par un jour de grand vent, et on sait que dans votre région c'est quand même relativement fréquent, imaginez que par un jour de grand vent, vous montiez en haut d'une tour, par exemple la tour du rocher de la Garde, avec un sac rempli de milliers de lettres de l'alphabet, de dizaines de milliers de lettres de l'alphabet. Vous ouvrez le sac, le vent va disperser ces lettres dans toute la Garde, dans le plan de la Garde jusqu'au Pradet. Et puis ces lettres, elles vont finir par retomber au sol, bien entendu. Philippe Granarolo m'avait appris quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Il m'avait dit que du temps lointain où vous corrigez le baccalauréat, il avait lu cette phrase dans une dissertation de philo. Depuis Newton, quand on lance une pierre en l'air, elle retombe. C'est très intéressant, les copies du baccalauréat en philosophie. Bien, je referme la parenthèse. Donc ces lettres finissent par retomber, elles forment des combinaisons. 99,99% de ces combinaisons n'ont aucun sens, mais de temps en temps, le hasard fait qu'il y a une combinaison qui correspond à un mot. Et là, les finalistes vont dire « Oh oui, on me fait signe, on veut me dire quelque chose, la divinité m'interpelle. » Non, c'est le hasard pur qui fait qu'un mot sensé apparaît sur le sol. Voilà ce modèle anagrammatique. Donc, parmi toutes les combinaisons possibles d'atomes, dans l'immense univers
dans l'immense univers, seules quelques-unes forment des combinaisons qui correspondent à des mondes ordonnés, organisés, ressemblant de près ou de loin au nôtre, et puis quantité de mondes qui ressemblent à rien du tout, incompréhensibles pour nous. Il faut savoir que ce modèle anagrammatique a eu une résurgence intéressante au XXe siècle, enfin 2 résurgences même, que j'ai appris et que je vous présente, si vous ne les connaissez pas. Première résurgence, c'est le mathématicien français Émile Borel. Émile Borel, au début du XXe siècle, a utilisé ce modèle dans une fable, une fiction qui s'appelle la parabole des singes dactylographes, que vous connaissez peut-être. Imaginons, dit Émile Borel, qu'on mette des milliers, des dizaines de milliers de chimpanzés pendant des milliers d'années, on suppose qu'ils vivent très vieux, ces bestioles, devant des machines à écrire, on les a bien dressés, ils tapent tous les dixièmes de seconde, ils appuient sur une touche. Est-ce que l'un d'entre eux va taper au bout de plusieurs milliers d'années? Il y en a un d'entre eux qui va taper les Fleurs du Mal de Baudelaire. On ne va pas l'appeler Baudelaire. C'est un chimpanzé. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il a tapé des lettres au hasard et la combinaison, et ça se calcule. Aujourd'hui, vous avez un site internet qui vous présente ça très très bien. Donc, ça se calcule. Il avait une chance sur 26, si on prend l'alphabet français, de taper la première lettre des Fleurs du Mal. Une chance de 26 fois 26 ou 25, parce qu'il faut rarement avoir 2 fois la même lettre, une lettre identique au début d'un mot en français. Donc, et ainsi de suite, on calcule, ça se calcule avec nos gros ordinateurs aujourd'hui, on peut calculer cela. Quelle est la probabilité pour que, en tapant au hasard sur un clavier, on tape les fleurs, alors soyons plus modestes, disons un poème des Fleurs du Mal, allez, soyons gentils avec les mathématiques. Quelle est la probabilité? Mais elle existe, elle se calcule, elle est très faible, mais elle existe. Et puis deuxième résurgence que vous connaissez peut-être, un très très grand écrivain sud-américain qui s'appelle José Luis Borges a écrit une nouvelle en fiction qui s'appelle La bibliothèque de Babel. Vous connaissez la bibliothèque de Babel, non, je suppose. Un individu vient au monde dans ce qu'il découvre, il comprend peu à peu qu'il est venu au monde dans une immense, quasi infinie bibliothèque. Et il y a des rayons dans cette bibliothèque. Alors il ouvre un livre, et là où il est né, il s'aperçoit en ouvrant un livre que ce livre est composé uniquement de la lettre A. Il y a 300 pages avec la lettre A. Il est un peu déçu. Et il monte d'un étage, et là il va voir que sur la dernière page du livre, il y a la lettre A, et puis à la fin, il y a la lettre B. Et puis il monte encore, et puis il voit des combinaisons. Et il comprend que tous les livres possibles, et là encore, ça pourrait presque se calculer, si je considère qu'un livre, c'est une combinaison de lettres qui forment des mots, combien peut-il y avoir de livres possibles avec 26 lettres de l'alphabet combinées sur 100 pages? Eh bien, ça se calcule. Donc, le héros de Borges vient au monde dans cette bibliothèque, et puis il grimpe les étages, il est devenu très vieux, et il pense que tout en haut, il y a quoi tout en haut? Le catalogue. Oh là là, le catalogue. C'est-à-dire Dieu, le catalogue qui comprend la liste de tous les livres de la bibliothèque dont parle Borges. Alors, ce que vous pouvez retirer de tous ces arguments, le modèle anagrammatique, les lettres qu'on lâche du haut d'une tour, les singes dactylographes de Borel, la bibliothèque de Babel de Borges, c'est que dans l'infinité du temps, cette idée d'infini, elle est capitale dans ma philosophie. Dans l'infinité du temps, dans l'infinité de l'espace, toutes les combinaisons finissent par apparaître, toutes, sans qu'il soit nécessaire de supposer la moindre intention, la moindre finalité, la moindre force créatrice. Il suffit que le hasard fonctionne pour que ces combinaisons produisent des mondes, et que parmi ces mondes, il y a des mondes ordonnés qui ressemblent aux nôtres. Seulement, je l'ai dit et j'y reviens, la physique n'est pas une fin en soi, la physique n'est pas pour moi un objectif, elle est un moyen, un simple moyen, au service d'un unique objectif, nous débarrasser de la peur. C'est-à-dire, en fait, nous débarrasser des 2 peurs qui, selon moi, et je l'ai observé autour de moi, et vous l'observez peut-être un peu moins aujourd'hui, mais ça resterait à voir, on en discutera tout à l'heure. Je vous laisserai en discuter avec Philippe Granarolo. Les 2 peurs qui empoisonnent nos existences, la peur des dieux, la peur de la mort. La peur des dieux, c'est-à-dire la peur de l'au-delà, de ce qui nous attend après la mort, c'est inséparable de la peur des dieux et la peur de la mort.
Donc pour se débarrasser de ces deux peurs, il est impératif de pratiquer la physique, c'est-à-dire de comprendre ce qu'est la nature, ce qu'est l'univers. Et cette physique, encore une fois, c'est un moyen simplement de nous débarrasser de ces deux peurs. Alors les dieux, un mot rapide sur les dieux. Il y a probablement des dieux, puisque toutes les combinaisons existent, il y a certainement dans l'infini qui nous entoure des mondes dans lesquels il y a des êtres infiniment plus parfaits que nous, infiniment plus perfectionnés que nous. On n'a pas à les craindre. Ils se foutent complètement de nous. Qu'est-ce que vous voulez que ces créatures parfaites s'intéressent aux êtres tordus que nous sommes? Surtout moi, mais un peu vous aussi. Donc, les dieux, ne nous inquiétons pas d'eux. Ils ne s'intéressent pas à nous, ne nous intéressons pas à eux. Ce sont des créatures très subtiles, très parfaites, qui vivent dans un monde lui-même parfait. Ils ne s'occupent pas de nous, ne nous occupons pas d'eux. Et puis la peur de la mort, là c'est encore plus simple. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. Nous avons raison d'avoir peur des événements qui peuvent nous arriver. Je peux craindre, même si j'ai essayé de débarrasser mes disciples de cette crainte, je peux craindre la maladie parce qu'elle peut m'arriver, je peux craindre un accident de voiture parce que ça peut arriver. Je ne peux pas craindre la mort, et là, vous allez être content d'être venu ce soir. Hein. La mort ne vous arrivera pas. Et il y a eu un immense philosophe français, je sais que Philippe Granarlot a une immense admiration pour lui, qui s'appelle Lapalisse. Je ne sais pas si vous connaissez ce grand philosophe, qui a tout dit. 5 minutes avant sa mort, il était encore vivant. Pourquoi avoir peur de la mort puisque ça ne m'arrivera pas? J'ai raison d'avoir peur de choses qui peuvent m'arriver. Bon, avant de mourir, je ne suis pas mort, et après être mort, je suis plus là, puisque je suis un ensemble d'atomes qui se dispersera dans l'univers infini. Donc la mort, quelque chose la mort n'est rien pour nous. C'est ce que j'ai écrit, et j'ai fini par en convaincre mes disciples. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de quelque chose que nous ne vivrons pas. Personne ne vivra sa mort. Quand on vit avant la mort, on est vivant, et quand la mort apparaît, on n'est plus là. Bon. Donc aucune raison d'avoir peur de quelque chose qui ne nous arrivera jamais. Je ne sais pas si ça vous rassure. Ça a rassuré mes disciples, mais peut-être que j'avais une emprise sur eux un peu plus grande que celle que j'ai sur vous ce soir. Donc, libérés de ces deux peurs, nous pouvons atteindre la fameuse ataraxie, la paix de l'âme. C'est un terme que je partage avec les stoïciens, ce qui veut dire que nos deux doctrines ne sont pas si éloignées que certains l'ont dit. Cette quête du bonheur, une fois ces deux peurs dépassées, nous devenons capables de vivre le moment présent. C'est ce que le poète latin Horace a vulgarisé avec son carpe diem. Saisis le moment, saisis l'instant, saisis le jour, cueille l'instant présent. On a réduit parfois exagérément ma doctrine à cette formule d'Horace, mais elle n'est pas une trahison par rapport à ma philosophie. Si par vivre l'instant présent, on entend accorder une grande place aux sensations qui sont les nôtres, aux sensations perçues par le corps, qui sont les seules expériences que nous avons, de même que la réflexion que nous menons à partir de ces sensations, éviter la précipitation, voilà ce que je recommandais à mes disciples, et la physique permet de nous libérer de ces peurs qui nous gâchent la vie. Et il est impératif de se libérer de ces deux peurs, la peur des dieux, c'est-à-dire de l'au-delà, et la peur de la mort. Voilà, chère Valérie, ce que je voulais vous dire sur ma physique. Alors, je tiens à souligner que nous sommes d'abord très heureux tous réunis, là, de savoir que nous avons un ami en commun, que vous appréciez, nous l'apprécions beaucoup et depuis des années, donc Philippe Granarolo. Et je tiens à vous rassurer concernant la peur de la mort et de l'au-delà. Ici, dans le Sud, même si on préconise de boire beaucoup, surtout en ces chaleurs, dans le Sud, on aime bien le rosé. Alors, à défaut de l'au-delà, nous aimons le vin d'ici. Voilà. Merci Valérie. Ça peut vous rassurer. Je l'attendais, mais elle est bienvenue, chère Valérie. Elle est bienvenue. Merci. J'ai un bon public aussi. Donc, si j'ai bien compris, mon cher Épicure, votre matérialisme est la condition première, j'ai bien dit première, de la sagesse que vous avez construite. Est-ce bien cela? Oh, je suis estomaqué. Vous avez parfaitement compris ma philosophie, ma chère Valérie. Oui, je préconise le contraire, je l'ai déjà dit, j'y reviens, d'une vie dissolue. Je préconise une existence opposée à la caricature qui a été faite de mon école et de ma philosophie. Je l'ai déjà dit, je le répète, parce que c'est important de bien graver cela dans vos esprits. Le mode d'existence que je préconise se situe aux antipodes de la simple recherche de plaisir des sens, de la jouissance immédiate, de la bande de pourceaux
puisqu'on a qualifié ainsi mes disciples. Dans mon jardin, je l'ai dit, on se nourrit avec frugalité, on boit de l'eau de source, on est aux antipodes de tout excès. Donc pour vivre heureux, il faut comprendre que le plaisir, en fait, est un concept pratiquement négatif. Qu'est-ce que c'est le plaisir? C'est l'arrêt de la douleur. Je sais que vous avez certainement entendu, étant enfant, moi ça me faisait beaucoup rire à l'école primaire, on vous a sûrement raconté à toutes et à tous cette petite histoire d'un fou qui se donne des coups de marteau sur la tête. Alors on vient l'interroger, mais pourquoi faites-vous ça? Et il dit, si vous savez comme je me sens bien quand je m'arrête. Hein, bon. Ce fou n'était pas si fou, il devait avoir lu mes œuvres. Donc le plaisir, c'est l'arrêt de la douleur, tout simplement. Je suis dans la béatitude quand je ne souffre plus. Donc il convient d'apprendre à se contenter de l'essentiel. Alors j'ai distingué les désirs par rapport à ça, puisqu'encore une fois ma philosophie, je le répète, est matérialiste. Donc il s'agit de s'en tenir aux sensations et à ce que le corps nous fait ressentir. Donc il y a des désirs que j'ai appelés naturels et nécessaires, se nourrir, manger, boire, dormir, des désirs sans lesquels on disparaît de la surface de la terre. Donc cela, bien sûr, il faut les satisfaire. Il y a des désirs naturels et non nécessaires, c'est-à-dire manger telle nourriture, etc. Ils ne sont pas interdits, mais il ne faut pas devenir addict, comme on dirait aujourd'hui. Et puis, il y a les désirs ni naturels ni nécessaires, à la recherche de la richesse, de la célébrité, tout ce que vous qualifierez aujourd'hui d'addiction, et qui, avec la peur des dieux et la peur de la mort, sont à l'origine, en fait, de la plupart de nos souffrances. La plupart de nos souffrances viennent de ces désirs. J'ai un peu égratigné Descartes au tout début de mon intervention. Je voudrais que le grand Descartes me pardonne. Descartes a beaucoup retenu de ma philosophie et dans sa morale, il est souvent proche de ce que j'ai dit. Par exemple, il fait une comparaison avec ce qu'il appelle les petits vaisseaux, les grands vaisseaux. Les petits vaisseaux, c'est-à-dire les navires. Il vaut mieux remplir un petit vaisseau qu'essayer de remplir un grand vaisseau qu'on n'arrivera jamais à remplir. On sera toujours déçu. Bon. Et je viens de lire ce matin que Elon Musk est au début d'une dépression nerveuse parce qu'il a perdu 200 millions sur sa fortune de 300 milliards. Hein. Donc c'est évidemment, on se met à sa place, on souffre pour lui évidemment. Hein. Bon. Donc avoir un grand vaisseau et vouloir le remplir, ça nous conduit à coup sûr au malheur. Il vaut mieux avoir encore une fois des besoins limités, satisfaire nos besoins nécessaires, naturels et nécessaires. Ma philosophie, je n'ai pas eu l'occasion de le dire jusqu'à présent. Il est important que je le signale. Elle n'est pas réservée à une élite, comme c'était le cas de beaucoup d'écoles philosophiques grecques. C'est la raison pour laquelle mon jardin était accueillant pour les femmes et les esclaves. Les femmes et les esclaves étaient présentes dans mon école, dans mon jardin, ce qui n'a été le cas d'aucune des écoles philosophiques de l'Antiquité, je tiens à le dire. Mes disciples ne recherchaient en aucune façon la solitude, ils cultivent l'amitié, on reparlera peut-être rapidement de l'amitié dans quelques instants, vivre à l'égard du tumulte de la cité, on l'a vu tout à l'heure, tout s'effondre, tout dégringole, il n'y a plus rien à espérer de l'organisation sociale, eh bien vivre à l'écart du tumulte d'une cité décadente, vivre avec quelques amis bien choisis, partager les mêmes conceptions, voilà l'idéal que je préconise, et c'est cet idéal qui correspond, je pense, assez bien aussi à ce que beaucoup d'entre vous recherchent aujourd'hui, chère Valérie. Ça ressemble un peu à ce que nous vivons ce soir. Hein, tout à fait, je pense, oui. Si je résume familièrement votre doctrine... Résumé. En disant qu'elle repose sur les notions de plaisir, d'amitié et de sagesse, conditions, si nous avons bien compris, nécessaire pour parvenir au bonheur. Est-ce que je me trompe? Vous ne vous trompez pas, pas plus que les fois précédentes. C'est une excellente synthèse, chère Valérie. Heureusement que c'est enregistré. Bien entendu. Quand ces trois conditions sont réunies, plaisir, amitié, sagesse, chacun peut prétendre vivre, je cite Lucrèce, mon disciple, comme un dieu parmi les hommes, carrément, comme un dieu parmi les hommes. C'est là une thèse que je partage avec les stoïciens. Vous savez peut-être que les stoïciens, je sais qu'il en a été question sur cette esplanade il y a déjà pas mal de temps, les stoïciens affirmaient que le sage est semblable à un dieu, et c'est justement parce qu'il est semblable à un dieu qu'il a le droit, ce sage,
de choisir le moment de sa mort. Il a le droit de dire au revoir à tout le monde un jour et de quitter ce monde, de mettre fin à ses jours. Alors je sais, cette question, elle est très présente dans votre société aujourd'hui. La question de la mort volontaire préoccupe vos contemporains. Pour nous, les Grecs, ce sujet n'avait rien de tabou. Mais je pense, avec les stoïciens, que seul l'homme qui a atteint un haut degré de sagesse devrait avoir le privilège, au fond, de choisir sa fin. Il ne faut peut-être pas étendre à l'ensemble des humains cette possibilité qui pourrait être dangereuse si elle était, je dirais, répandue infiniment. En tout cas, c'est un débat que vous avez. Peut-être que vous aurez plaisir à le prolonger, ce débat, tout à l'heure pendant la discussion. Voilà, chère Valérie, pour ce point-là. Merci, mon cher Épicure. Donc, par rapport à votre vie, vous avez vécu jusqu'à l'âge de 72 ans, vous avez aussi le privilège, comme tous les philosophes d'ailleurs, qui viennent sur cette esplanade et que nous accueillons avec plaisir, de voyager dans le temps. Je ne sais pas si c'est une chance, vous pourrez nous dire. Si, j'apprécie cette capacité, bien sûr. Donc, vous connaissez notre situation et les difficultés de nos contemporains. En quoi votre sagesse pourrait-elle nous aider aujourd'hui? Et nous avons grandement besoin d'aide, mon cher Épicure. Je pense que oui, vous avez besoin d'aide, peut-être pas plus que les hommes des autres époques, mais votre époque ressemble à la mienne, à bien des égards. Je lis, parce que je m'intéresse à ce qui est publié aujourd'hui, en votre temps. Je lis beaucoup en lisant les sociologues, les journalistes et les philosophes, que beaucoup d'entre vous ont l'impression de vivre une époque de déclin, de décadence même, et c'est dans une telle époque que j'ai construit ma philosophie. Même si les préoccupations écologiques ont commencé à limiter les excès de votre société de consommation, c'est ainsi qu'on l'appelait, le terme n'est plus trop utilisé aujourd'hui, la recherche des biens matériels mobilise vos contemporains. En regardant un petit peu votre période récente, j'ai eu une surprise. J'ai constaté qu'on parlait beaucoup d'écologie, de limiter, de faire attention au gaspillage des matières premières et de protéger la nature. Et puis le Covid est arrivé et dès la fin du Covid, tout le monde s'est rué remplir ses caddies dans les supermarchés. Hein. Adieu l'économie, adieu la frugalité. Et donc je crois que vous êtes très fragile encore sur ce plan-là. Hein. Et nous autres Grecs, nous pouvons vous aider parce que nous avons beaucoup, nous sommes peut-être... J'ai tendance à le penser parfois, nous sommes le peuple le plus écologique qui ait jamais existé à la surface de la Terre. C'est pourquoi vivre avec frugalité, privilégier nos liens d'amitié, ils sont essentiels et ils nous aident justement à surmonter les difficultés. C'est plus facile de parvenir à la sagesse quand on est entouré d'individus qui ont le même objectif, qui partagent notre vision, nos valeurs, comme vous le dites aujourd'hui. Donc, vivre avec frugalité, privilégier les liens d'amitié, viser la sérénité, ça demeure aujourd'hui, me semble-t-il, j'en suis en tout cas convaincu, un objectif majeur, un objectif très séduisant. Et je pense, en toute modestie, que ma philosophie peut vous aider dans la visée de cet objectif. Et c'est pour ça que j'ai accepté votre invitation ce soir. Cher Épicure, vous avez, je n'en doute pas, convaincu celles et ceux qui vous ont écouté. Ils sont nombreux ce soir pour notre première Agora de l'été 2026, mais il leur appartient à présent de prendre la parole et de dire comment ils ont accueilli vos propos et sans doute peut-être d'interroger monsieur Philippe Granaroulo, que vous connaissez bien apparemment. Je le connais bien effectivement, donc je me suis renseigné bien entendu sur le fonctionnement de vos Agoras d'été. Je vais donc maintenant me retirer en vous affirmant de façon très sincère le plaisir que j'ai eu à me trouver devant vous et essayer de vous faire partager ce qu'a été ma sagesse et ma philosophie, les objectifs que j'ai voulu atteindre à travers mes écrits qui malheureusement ne sont plus accessibles, mais heureusement Lucrèce était là. Donc je vais maintenant me retirer en remerciant chacune et chacun d'entre vous pour l'attention merveilleuse que vous m'avez accordée. Et je vais passer, comme c'est l'usage dans ces soirées, je vais passer le relais à l'animateur de ces soirées, Philippe Granaroulo. Je sais qu'il a beaucoup étudié ma philosophie, je sais qu'il ne me trahira pas, je sais qu'il répondra à toutes vos questions dans le respect le plus parfait de mes idées. Et donc je vous salue et vous dis peut-être à bientôt.
bon retour.